Ma femme a souri étrangement en me regardant boire le café qu'elle m'avait donné. La dernière chose dont je me souviens, c'est de sa main me faisant au revoir. Je me suis réveillé dans un autre pays, sans papier et avec un message de la banque m'indiquant que mon compte avait été vidé. Elle a vendu ma maison pendant que j'étais sous l'effet de sédatifs dans l'avion. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Romain Martin. J'ai 52 ans. Je suis inspecteur principal des impôts à la Direction générale des finances publiques de Lyon depuis 26 ans. Et mon travail consiste à trouver exactement ce que quelqu'un essaie de cacher, des mouvements de fonds irréguliers, des dates qui ne collent pas, des signatures qui ne correspondent pas à la personne censée signer. J'ai audité des entreprises de taille moyenne avec des chiffres d'affaires annuels de 40 millions d'euros. J'ai vu des directeurs qui mentaient avec un calme admirable s'effondrer complètement lorsque je posais le document incriminant sur la table au bon moment. J'ai passé 3 décennies de ma vie professionnelle à détecter les fraudes des autres avec une précision que mes collègues considéraient comme presque obsessionnelle, et je n'ai pas vu celle qui grandissait sous mon propre toit. C'est la partie la plus difficile à raconter pour moi. Ni l'argent, ni l'avion, ni même la trahison en elle-même. Ce qui m'est le plus difficile à admettre, c'est que je suis un homme qui a consacré toute son énergie à son travail et qui a laissé la porte de sa vie personnelle ouverte pendant trop longtemps. Je n'étais pas un mari présent. Il y a eu des saisons entières où je rentrais à la maison quand mon fils, Nathan, dormait déjà, et où je repartais le lendemain avant qu'il n'ouvre les yeux. Véronique gérait tout. L'école, les visites chez le médecin, les réparations de l'appartement, les réunions de copropriété, les factures, les appels inconfortables. Je fournissais l'argent et l'absence. Elle fournissait le temps. À l'époque, je m'étais convaincu que c'était un arrangement raisonnable. J'avais tort. Et cette erreur a un nom, un visage et une signature sur plusieurs documents que vous découvrirez avant la fin de cette histoire. J'ai épousé Véronique Chasseloup le 12 septembre 1999. Elle avait 25 ans et j'en avais 28. Nous nous étions rencontrés au mariage d'un camarade d'université dans une salle de réception à Villeurbanne qui sentait les fleurs en plastique et l'eau de Cologne bon marché. Elle portait une robe bleu marine et avait un rire que l'on pouvait entendre à l'autre bout de la pièce. J'étais un jeune fonctionnaire avec le premier salaire stable de ma vie, convaincu que la stabilité économique était le plus beau cadeau que je pouvais offrir à quelqu'un. Lors de notre deuxième rendez-vous, elle m'a interrogé sur mon travail avec une attention qui m'a semblé tout à fait sincère. Elle voulait savoir comment on détectait une fraude, quels étaient les premiers signes que je cherchais, si quelqu'un avait déjà failli vraiment me tromper. J'ai parlé pendant près d'1 heure sans qu'elle m'interrompe. Elle m'écoutait, les yeux fixés sur les miens, la tête légèrement penchée. Je pensais que c'était de la curiosité intellectuelle. Aujourd'hui, je comprends que c'était une étude, que dès cette nuit-là, sans que je le sache, Véronique a appris exactement comment pense un inspecteur et, surtout, elle a appris ses angles morts. Notre fils Nathan est né en juillet 2001. Nous avons grandi en tant que famille dans une maison de 140 mètres carrés dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, avec un petit jardin et une terrasse d'où l'on pouvait apercevoir un bout de ciel qui devenait presque orange au coucher du soleil. C'était une maison chargée d'histoire, avec des marques sur le cadre de la porte où nous mesurions la taille de Nathan chaque année, avec une odeur spécifique de vieux bois et de café matinal que j'associais au mot « foyer ». En 2012, Véronique a proposé d'enregistrer la maison uniquement à son nom. Je venais de recevoir un dossier de contrôle de routine au travail, quelque chose de tout à fait normal dans ma position, et elle l'a interprété comme une véritable menace. Elle m'a expliqué en détail que si le dossier entraînait une quelconque responsabilité financière, la maison pourrait être compromise. Elle a parlé de protection familiale, de prévoyance, affirmant que ce n'était qu'une mesure temporaire le temps que le dossier soit clos. J'ai signé les documents avec la même confiance que j'aurais eu en signant une liste de courses pour elle. C'était ma maison. C'était ma femme. Je ne les ai pas lus ligne par ligne comme je l'aurais fait pour n'importe quel dossier professionnel. C'était là l'erreur. Il m'a fallu 12 ans pour la comprendre pleinement. Le notaire qui a formalisé la démarche s'appelait Évariste Sorel. C'est Véronique qui me l'avait recommandé. Elle a dit qu'il s'était occupé des papiers de l'héritage de son père des années auparavant, qu'il était digne de confiance, que c'était le plus efficace du quartier. Je lui ai serré la main, j'ai signé là où on me l'a indiqué, et je n'ai plus pensé à lui pendant plus d'1 décennie, jusqu'à ce que son nom apparaisse sur d'autres documents dans des circonstances bien différentes, et que cette poignée de main prenne soudainement un sens tout autre.
Les derniers mois précédant l'aéroport ont été étranges, d'une manière que je ne pouvais pas interpréter à l'époque. Véronique passait des appels qu'elle écourtait quand j'entrais dans la pièce. Un après-midi, j'ai trouvé sur la table de la cuisine des papiers à l'entête d'une agence immobilière que je ne connaissais pas. Quand je lui ai demandé ce que c'était, elle m'a répondu avec le plus grand naturel qu'elle cherchait des informations pour sa cousine Delphine, qui voulait changer de quartier depuis un moment. Je l'ai cru et je n'ai rien remis en question. J'ai rangé ce papier dans un coin de ma mémoire sans lui accorder la moindre importance. Ce n'est que bien plus tard que j'allais comprendre ce que ces papiers signifiaient, ainsi que le nom imprimé dans le coin inférieur droit. Et puis, est arrivé ce mardi de février. Véronique s'est présentée à l'aéroport de Lyon alors que j'avais déjà enregistré mes bagages. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je parte sans me dire au revoir correctement. Elle m'a apporté le café dans un gobelet en carton avec un couvercle et mon nom écrit au marqueur noir sur le côté. Elle parlait de choses sans importance pendant que je buvais, que Nathan avait appelé ce matin-là pour demander comment j'allais, qu'il fallait faire vérifier la chaudière avant que le vrai froid ne s'installe, qu'elle profiterait de mon absence pour ranger les placards du couloir. J'écoutais, l'esprit déjà à moitié concentré sur le voyage, buvant le café, debout près de la porte d'embarquement, sans remarquer le goût étrange qui aurait dû m'alerter. J'ai avancé, j'ai pris ma mallette, j'ai franchi la porte d'embarquement et je me suis retourné pour faire un signe de la main. Elle souriait d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas son sourire habituel. C'était quelque chose de plus large, de plus calme, de plus fixe, comme si elle emmagasinait cette image pour la garder avec elle pendant longtemps. Comme si c'était la dernière fois qu'elle me voyait ainsi et qu'elle voulait s'en souvenir parfaitement. Je n'ai pas su la déchiffrer. Maintenant, je sais la déchiffrer à la perfection. La chose suivante dont je me souviens avec clarté, c'est le vrombissement sourd du moteur et une lumière blanche qui me faisait mal aux yeux. J'avais la bouche sèche, un goût métallique persistant sur la langue, et mes bras étaient lourds, comme s'ils n'avaient pas bougé depuis des heures. Il m'a fallu presque une minute entière pour me rappeler où j'étais. J'ai regardé l'écran sur le siège devant moi. Une carte de vol montrait l'itinéraire en temps réel. La ville de destination n'était pas la mienne. C'est alors que la montre à mon poignet a vibré une fois. Une notification de la banque, 5 mots et un nombre qui ne pouvait pas être réel, solde disponible, 0 €. Et à ce moment-là, à l'intérieur de cet avion volant dans une direction complètement erronée, l'inspecteur que je portais en moi s'est réveillé en sursaut. Parce qu'il y a quelque chose que Véronique n'a jamais compris, quelque chose que Damien n'a jamais calculé, et quelque chose que mon propre fils n'a pas pris en compte quand il a apposé sa signature là où il n'aurait pas dû. Un homme qui a passé toute sa vie à traquer la fraude n'a pas besoin de beaucoup de temps pour commencer à en reconstituer une. Il a juste besoin que sa rage se transforme en méthode. Et cela, avec 52 ans d'expérience accumulée, c'est exactement ce que je sais faire mieux que quiconque. Il y a une chose que personne ne vous explique quand vous avez passé 25 ans à construire une vie. Vous pouvez en venir à confondre la stabilité avec la vérité. Je les ai confondus pendant trop longtemps. Je me suis convaincu que, parce que tout fonctionnait à l'extérieur, tout allait bien à l'intérieur. Que, parce que l'hypothèque était payée, le frigo plein et les factures à jour, le reste n'était que le bruit normal de n'importe quel mariage mature. J'avais tort d'une manière si complète qu'aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai du mal à me reconnaître dans cet homme-là. Je me réveillais à 6h15 du matin, non pas à cause d'un réveil, mais parce que mon corps était calibré sur cette routine depuis des décennies. 20 minutes pour une douche, un café noir sans sucre. Une revue des gros titres des journaux en attendant que le café refroidisse assez pour être bu d'un trait. J'arrivais au bureau de la Direction générale des finances publiques avant 8 heures, quand les couloirs sentaient encore le propre et que les ordinateurs prenaient un certain temps à démarrer complètement. J'aimais cette heure tranquille avant que les réunions et les téléphones ne commencent. C'est à ce moment-là que je réfléchissais le mieux. Mes collègues m'appelaient, l'horloge, non pas pour ma rapidité, mais pour mon exactitude. Quand je soumettais un rapport d'audit, chaque chiffre était revérifié. Chaque date recoupée avec le registre original. Ma supérieure, Amandine Vasseur, avait coutume de dire « Tes dossiers sont les seuls qui ne nécessitent pas de révision supplémentaire avant de passer à la phase d'inspection ». Elle ne le disait pas comme un compliment, mais comme une description technique. C'était simplement ce que je faisais. J'avais ce niveau de rigueur tellement ancré en moi que je ne le percevais plus comme un effort, mais comme une respiration. À la maison, c'était différent. À la maison, je déconnectais d'une manière que j'ai considérée comme saine pendant des années,
et que je comprends maintenant comme étant simplement une façon de fermer les yeux. J'arrivais fatigué, je mangeais ce que Véronique avait préparé, j'écoutais d'une oreille distraite ce qu'elle racontait de sa journée, et à 23 heures, mes yeux étaient déjà fermés. Les week-ends étaient consacrés aux tâches en retard, aux réparations, aux courses, à une visite chez ma sœur, Céline, à un repas de famille avec les habitués. Il n'y avait pas de vrai temps pour parler lentement, pour demander comment elle allait vraiment, pour observer sans hâte ce qui se passait sous mes yeux. Nathan a grandi dans ce cadre, et il m'en a voulu plus que je ne voulais bien l'admettre. Quand il a eu 12 ans, il m'a dit un après-midi que je n'étais pas son père, que j'étais juste un homme qui dormait dans sa maison. Il l'a dit avec cette colère sans filtre qu'ont les enfants lorsqu'ils n'ont pas encore appris à cacher ce qu'ils ressentent. Je l'ai réprimandé. Je lui ai expliqué que je travaillais pour qu'il ne manque de rien et j'ai clos le sujet comme s'il s'agissait d'une dispute ordinaire. Je n'en ai plus jamais reparlé. Je ne l'ai pas complètement effacé non plus, bien que j'ai agi pendant des années comme si c'était le cas. Avec le temps, la rancœur de Nathan a pris une autre forme. Une colère moins directe, une distance plus gérée. Quand il a obtenu son diplôme en administration et gestion des entreprises, il n'est pas venu célébrer avec nous. Il a dit qu'il avait des projets avec des amis. Quand il a commencé à travailler dans un cabinet de conseil à Paris, il ne nous l'a dit que 3 semaines plus tard non plus, comme s'il s'agissait d'un détail mineur qui ne méritait pas un appel. J'ai interprété cela comme l'indépendance naturelle d'un fils adulte. Véronique l'a toujours justifié. Il est très occupé, ou, tu sais comment il n'aime pas faire d'histoire. Maintenant, je comprends qu'elle avait des raisons très spécifiques de maintenir cette distance entre Nathan et moi. Ce qui semblait alors être la façon d'être du garçon était en réalité une séparation que quelqu'un avait soigneusement cultivée. Il y avait des signes que je n'ai pas interprétés parce que je n'avais aucune raison active de soupçonner quoi que ce soit. Véronique a commencé à utiliser son téléphone différemment environ 18 mois avant l'aéroport. Elle l'emportait toujours avec elle, ce qu'elle ne faisait pas auparavant. Quand il sonnait la nuit, elle disait que c'était son ami René, qui traversait un divorce compliqué et appelait à des heures indues. Une fois, par accident, j'ai vu le nom qui s'affichait sur l'écran avant qu'elle ne retourne l'appareil vers la table. Ce n'était pas René. C'était une seule lettre majuscule. Un D. Je n'ai pas posé de questions. J'aurais dû. Quelques mois plus tard, un samedi matin, alors que je pensais qu'elle était sortie faire des courses, j'ai trouvé un dossier sur la table du bureau avec des documents que je n'avais jamais vus auparavant. Il était ouvert comme si elle l'avait laissé par erreur. Il contenait des feuilles avec des tableaux d'évaluation de propriété, des comparaisons de prix de vente dans le quartier de la Croix-Rousse, et un document à l'entête d'une agence appelée Agence Immobilière Fontenay et Associés. Dans le coin de l'entête, il y avait un nom imprimé en petites lettres, Damien Fontenay, agent agréé. Quand Véronique est revenue avec les sacs de courses, je lui ai demandé ce que c'était. Elle a répondu avec un naturel sans faille. Sa cousine Delphine cherchait un acheteur pour son appartement au Brotteau depuis des mois et lui avait demandé des conseils sur les prix du marché, et elle avait obtenu cette documentation pour l'aider. Elle l'a dit en me regardant droit dans les yeux, sans hésiter, sans aucun mouvement qui trahissait un inconfort. J'ai fermé le dossier, je l'ai laissé là où il était, et je n'ai plus pensé à ce nom pendant plusieurs semaines. Ce n'est que bien plus tard que j'allais comprendre que Damien Fontenay n'était pas l'agent de la cousine Delphine. C'était un homme qui planifiait avec Véronique, depuis plus d'1 an et dans les moindres détails, ce qui était sur le point de m'arriver. Et ce dossier ouvert sur la table n'était pas un oubli. C'était une répétition. Ce qui me met le plus mal à l'aise d'admettre, c'est que j'avais les informations sous les yeux et que je ne les ai pas traitées. 2 semaines avant l'aéroport, en examinant le relevé bancaire mensuel, j'ai remarqué qu'il manquait 3 virements que je m'attendais à trouver. De petits montants, entre 800 € et 1100 € chacun, correspondant à des paiements domestiques récurrents que Véronique gérait régulièrement. Je lui ai demandé si elle les avait mis en prélèvement automatique sur un autre compte. Elle m'a répondu qu'elle avait réorganisé la façon de gérer certaines dépenses pour avoir plus de contrôle sur le budget mensuel. Cela m'a semblé raisonnable. J'ai signé le relevé et je l'ai classé sans poser une seule question supplémentaire. Un inspecteur des impôts avec 26 ans d'expérience a classé un relevé. La seule explication que je puisse trouver, c'est que certaines fraudes fonctionnent précisément parce qu'elles se produisent là où l'on cesse d'appliquer sa rigueur. Pas au bureau, pas dans les dossiers professionnels, mais dans un espace où l'on croit ne pas avoir besoin de se protéger. Véronique le savait.
Elle avait passé des années à construire cet espace avec une patience qui, si elle avait été dirigée vers quoi que ce soit d'autre, aurait presque pu être qualifiée d'admirable. Mais je n'ai compris cela que plus tard. Avant de le comprendre, j'ai d'abord dû atterrir dans un aéroport qui n'était pas le mien, avec les poches vides, un goût métallique sur le palais que je ne pouvais pas neutraliser. Et une montre à mon poignet qui continuait de vibrer avec une notification qui changeait le sens de tout ce que je viens de vous raconter. 4 semaines avant l'aéroport, Véronique est rentrée à la maison un mercredi après-midi avec une énergie différente. Ce n'était pas de l'euphorie. C'était quelque chose de plus contenu, de plus calculé. Elle a posé son sac sur la chaise dans l'entrée, a jeté un œil dans le bureau où je révisais des documents, et a dit « Romain, je crois qu'une très bonne opportunité s'est présentée pour toi. » Elle m'a tendu une enveloppe à l'entête d'un cabinet de conseil appelé Adramar Solutions. À l'intérieur se trouvait une lettre formelle avec tous les éléments corrects, un logo institutionnel, la signature d'un soi-disant directeur de l'expansion internationale. Une invitation à participer à une réunion de présentation d'un projet d'optimisation fiscale pour des entreprises ayant une présence sur les marchés émergents. Le lieu indiqué était Istanbul. Les dates, la première semaine de février. Je l'ai lu avec une attention modérée. Il n'était pas rare de recevoir de telles invitations. Les années précédentes, j'avais assisté à des réunions similaires à Lisbonne, à Bruxelles, à Milan. Véronique savait que ces voyages m'étaient utiles pour maintenir des contacts en dehors du circuit habituel de la Direction générale des finances publiques. Elle le savait parce que je le lui avais moi-même expliqué dans d'innombrables conversations au fil des ans. Elle avait toujours été attentive quand je parlais de travail, toujours. « Tu connais cette entreprise ?» lui ai-je demandé. « Lucie, la femme de ton collègue Marc, m'en a parlé. Elle a dit que son mari avait fait affaire avec eux l'année dernière et qu'ils étaient sérieux. » Elle a dit cela avec le ton de quelqu'un qui a fait suffisamment de recherches pour répondre, mais pas au point de donner l'impression d'avoir préparé sa réponse. J'ai regardé à nouveau la lettre. L'adresse de l'entreprise à Paris était réelle. Le numéro de téléphone existait. Le nom du directeur apparaissait dans une recherche rapide sur Internet, lié à une entreprise ayant 3 ans d'activité enregistrée. Ce n'était pas un piège évident. C'était un piège soigneusement construit par quelqu'un qui savait exactement jusqu'à quel point j'allais vérifier. Ce que je n'ai pas vérifié, c'est si Lucie, la femme de Marc, avait réellement dit ce que Véronique prétendait. Je n'ai jamais appelé Marc pour confirmer. Cela ne m'a pas semblé nécessaire. Véronique a proposé de s'occuper des préparatifs de voyage. Elle a dit qu'elle voulait s'occuper des détails pour me montrer qu'elle s'intéressait à ce que je faisais. Elle a réservé le vol, l'hôtel, organisé l'itinéraire. J'ai vérifié les documents qu'elle m'a donnés, un billet d'avion à mon nom, une confirmation d'hôtel près du centre historique, un calendrier de réunion avec des noms et des horaires. Tout collait. Tout avait la bonne apparence. Je sais maintenant que le vol qu'elle avait réservé était réel, mais dans la direction opposée à celle que je croyais. L'hôtel existait, mais la réservation avait été faite au nom de quelqu'un d'autre. Les réunions de l'ordre du jour étaient fictives, des noms tirés d'annuaires d'entreprises turques sans aucun lien réel avec Adramar Solutions. Quand je suis arrivé à l'aéroport ce mardi de février, ma mallette prête et mes papiers en règle, j'étais la seule personne dans ce bâtiment qui croyait sincèrement au but du voyage. Le matin du départ a été comme n'importe quel autre matin de voyage de ces dernières années. Je me suis levé avant elle. J'ai préparé les bagages. J'avais tout revérifié la veille au soir. J'ai pris mon petit déjeuner debout dans la cuisine avec un café que je m'étais préparé. Véronique est descendue quand j'étais presque prêt, les cheveux attachés, dans le même peignoir bleu qu'elle portait depuis des années. Elle m'a demandé si j'avais bien dormi. J'ai dit oui, bien que j'aie été réveillé une partie de la nuit, l'esprit déjà tourné vers les réunions. Elle m'a accompagné à la voiture, m'a aidé à mettre la valise dans le coffre. Il n'y avait rien d'inhabituel dans ses gestes, aucune tension visible, aucune hâte à ce que je parte. C'était la routine parfaite d'un adieu ordinaire. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai enregistré mes bagages, passé les contrôles de sécurité et j'ai attendu dans la zone d'embarquement pendant près de 40 minutes. C'est alors que je l'ai vue apparaître dans le terminal. Elle marchait calmement avec un gobelet en carton dans chaque main, et elle m'a expliqué qu'elle avait trouvé à se garer et voulait me dire au revoir correctement avant que je n'embarque. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, que le vol allait bientôt partir. C'est exactement pour ça, a-t-elle répondu, en me tendant l'un des gobelets. Le café avait un goût légèrement différent de d'habitude, plus amer,
avec un arrière-goût que je n'arrivais pas à identifier, mais que j'ai attribué au fait que c'était une marque différente provenant de la machine de l'aéroport. J'en ai bu presque la moitié debout près de la grande baille vitrée donnant sur la piste, pendant qu'elle me parlait de choses mineures. J'ai fini le gobelet avant que mon nom ne soit appelé au haut-parleur. Je n'ai pas pensé au goût. Je n'ai pensé à rien d'autre qu'au voyage. J'ai franchi la porte d'embarquement, je me suis retourné et je l'ai vu de l'autre côté de la vitre. C'est l'image qui me revient avec le plus de clarté de toute cette journée. Véronique, debout, immobile, les bras le long du corps, et ce sourire qui n'était pas le sien. Elle n'a pas fait de signe de la main brusque, n'a pas pleuré, n'a fait aucun geste théâtral. Elle souriait simplement avec une immobilité qu'à ce moment-là, j'ai interprété comme de la sérénité et que je reconnais maintenant comme du soulagement. Le soulagement de quelqu'un qui vient d'activer le mécanisme préparé depuis des mois et qui ne peut plus être arrêté. Ce qui vient ensuite est fragmenté. Je me souviens de l'allée de l'avion. Je me souviens du bruit du compartiment à bagages qui se ferme. Je me souviens de la ceinture de sécurité. Je ne me souviens pas avoir cherché le siège sur la carte d'embarquement ni avoir regardé par le hublot pendant le décollage. Il y a un bloc de temps qui n'existe tout simplement pas dans ma mémoire. Lorsque la conscience est revenue, ce fut progressif et confus, comme sortir d'une anesthésie. D'abord, le bruit lointain et constant du moteur, puis la pression du siège sur mon dos, puis la lumière blanche du plafond de la cabine. J'ai ouvert les yeux, et il m'a fallu plusieurs secondes pour comprendre que j'étais assis dans un avion commercial, la tablette repliée, le livret de sécurité glissé dans la pochette avant, et la bouche pleine d'un goût métallique épais que je n'arrivais pas à avaler. J'ai regardé ma montre. Plus de 3 heures s'étaient écoulées depuis l'embarquement. J'ai allumé l'écran du siège devant moi. La carte de vol montrait la position de l'avion en temps réel. L'itinéraire tracé par une ligne jaune sur le fond bleu de la Méditerranée et de la mer Noire. Le point de destination, marqué tout à fait à droite de l'écran, était un aéroport dont je n'ai pas immédiatement reconnu le code. J'ai ouvert l'application de cartographie sur ma montre connectée pour le confirmer. Istanbul, Turquie. J'ai fixé ce mot pendant plusieurs secondes sans bouger. Mon cerveau a mis plus de temps que d'habitude à construire une hypothèse cohérente avec ce que je voyais. J'avais le billet d'avion dans la poche intérieure de ma mallette. Je l'ai sorti. Je l'ai lu avec la même attention que je lirais n'importe quel document de travail. Le billet était exact. Mon nom, mon numéro de carte d'identité, le vol au départ de Lyon. Mais la destination que j'avais lue comme Barcelone, sur la confirmation que Véronique m'avait donnée des semaines plus tôt indiquait quelque chose de complètement différent sur le billet original. J'avais mal lu, ou il avait été préparé pour que je lise mal. À ce moment-là, mon portefeuille n'était plus dans ma poche, mon téléphone non plus, seule la montre à mon poignet, qui a vibré une fois avant que la batterie ne tombe au minimum. Une notification de la banque, 5 mots, un nombre qui ne laissait place à aucune interprétation alternative. J'ai remis lentement le billet dans ma poche, avec le même calme mécanique avec lequel je classais des documents au bureau quand je découvrais qu'un dossier était pire que ce qu'il n'y paraissait au premier abord. J'ai regardé par le hublot, des nuages au-dessus de la mer, la froide lumière de février entrant de biais à travers le plastique jaunâtre de l'ovale. À cet instant, je ne ressentais pas encore de rage. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid et de plus précis, la reconnaissance exacte que quelqu'un avait monté une fraude contre moi avec une compétence technique qui ne pouvait passer inaperçue, et que moi, qui avais consacré toute ma vie à démanteler de telles structures, j'allais devoir commencer à la reconstruire depuis le début, à partir de zéro, depuis Istanbul. L'avion s'est posé à l'aéroport international Atatürk à 16h53 heure locale. Je le sais parce que j'ai mémorisé cette donnée dès que j'ai pu la vérifier, tout comme j'ai mémorisé chaque détail pertinent à partir de ce moment. C'était la seule chose que je pouvais faire, observer, enregistrer, organiser. Je n'avais ni argent, ni documents, ni aucun moyen immédiat de communiquer avec qui que ce soit, mais j'avais ma tête, et personne ne me l'avait prise. L'atterrissage s'est fait en douceur. Les passagers ont commencé à se lever avant que le signal de la ceinture de sécurité ne s'éteigne. Comme toujours, je suis resté assis jusqu'à ce que l'allée soit presque complètement vide. J'avais besoin de 7 minutes pour finir d'organiser ce dont j'étais sûr et de le séparer de ce qui n'était encore que conjecture. Ce dont j'étais sûr. J'étais à Istanbul sans avoir décidé d'y être. Mon compte bancaire affichait un solde nul. Mon portefeuille et mon téléphone avaient disparu pendant le vol,
et le billet dans ma poche indiquait une destination que je n'avais pas choisie. Ce qui relevait encore de la conjecture, l'étendue exacte de ce qui était arrivé à nos fonds. Qui d'autre était impliqué en dehors de Véronique? Et quelle démarche juridique spécifique était possible d'où j'étais? Un auditeur apprend très tôt que le désespoir coûte cher. Il consume l'énergie dont vous avez besoin pour penser, fausse l'évaluation des informations disponibles et vous pousse à prendre des décisions qui compliquent votre situation au lieu de l'améliorer. Je me le suis répété alors que je marchais dans le couloir de débarquement, ma mallette à la main, le seul objet qui était encore à moi. L'aéroport Atatürk est immense, bruyant et plein de panneaux en turc avec des traductions partielles en anglais. J'ai suivi les panneaux vers la zone des arrivées internationales. Personne ne m'attendait. Personne n'avait de raison de m'attendre. J'ai passé le contrôle des passeports avec le document que je gardais dans la poche intérieure de ma mallette, et que Véronique n'avait pas pu voler sans que je m'en aperçoive avant d'embarquer. L'agent des frontières a vérifié le passeport. Il m'a regardé dans les yeux avec la routine neutre de quelqu'un qui a vu 10 000 visages cette semaine-là, et me l'a rendu avec un tampon. Au moins, cela m'appartenait encore. Dans la zone des arrivées, avec le passeport à la main et ma montre sur le point de s'éteindre, j'avais exactement 90 secondes pour décider quoi faire avant de perdre le dernier canal d'information qu'il me restait. J'ai ouvert la liste de contacts de la montre et j'ai cherché le numéro de téléphone d'urgence du consulat général de France à Istanbul. Je l'avais enregistré des années auparavant, non pas par précaution particulière, mais parce que c'était un protocole de voyage standard que mon département recommandait de conserver sur un appareil au poignet, précisément pour les situations où le téléphone principal n'était pas disponible. La montre s'est éteinte avant que je puisse composer le numéro. Je suis resté là, au milieu du flux de passagers, le bras tendu et l'écran noir. J'ai respiré. J'ai repéré des yeux le bureau d'information de l'aéroport. J'ai traversé le terminal à un rythme normal et j'ai attendu que l'agente de service en termine avec le passager précédent. C'était une femme d'environ 40 ans, les cheveux bruns attachés en arrière, avec un badge portant le nom de Selin. Je lui ai parlé en français. Elle n'a pas répondu en français. J'ai essayé en italien, que je maîtrisais fonctionnellement grâce à des années de contact avec des dossiers d'entreprises italiennes basées à Lyon. Selin a eu un geste de reconnaissance partielle et a appelé un collègue qui s'est approché du bureau adjacent. Son collègue s'appelait Tariq. Il avait peut-être 30 ans. Il parlait un français acceptable avec un accent prononcé et une volonté sincère d'aider. J'ai brièvement expliqué ce dont j'avais besoin. J'avais perdu mon téléphone pendant le vol. Je devais passer un appel urgent au consulat de France dans la ville, puis contacter un proche à Lyon. Tariq n'a pas demandé de détails. Il a pris son propre téléphone de service et me l'a tendu sans protocole particulier, comme si c'était tout à fait raisonnable. Dans ce geste silencieux, il y a quelque chose que j'ai encore du mal à nommer sans que ma poitrine ne se serre un peu. J'ai composé le numéro du consulat de mémoire. Je m'en souvenais avec la même clarté avec laquelle je me souviens des codes de classification des dossiers fiscaux. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'une voix féminine ne réponde avec une salutation institutionnelle correcte. J'ai expliqué la situation en des termes précis. Citoyen français à Istanbul. Documents principaux perdus pendant le voyage. Besoin d'orientation pour obtenir un document d'urgence et organiser mon retour. L'agente m'a demandé mon numéro de passeport, que je lui ai fourni immédiatement, et m'a dit que je pouvais me rendre au bureau consulaire le lendemain à partir de 9 h du matin avec mon passeport original comme pièce d'identité provisoire. Elle m'a donné l'adresse dans la rue Rossi-Galip. Je me la suis répétée mentalement 3 fois jusqu'à ce qu'elle soit fixée. Avant de raccrocher, j'ai demandé s'il pouvait m'aider à organiser une avance de fonds d'urgence pour couvrir le logement de la nuit. Il y a eu une brève pause. Elle m'a expliqué qu'il existait un mécanisme d'assistance consulaire pour les citoyens en situation de vulnérabilité économique à l'étranger, mais que cela nécessitait une vérification préalable et un traitement formel, que la procédure pourrait être lancée le lendemain dans les bureaux. Une nuit. Je devais me débrouiller pour une nuit. J'ai remercié Tariq pour l'appel. Il m'a regardé attentivement pendant un moment et a demandé si j'avais besoin d'autre chose. J'ai dit oui. J'avais besoin de savoir où se trouvait l'hôtel le moins cher à l'aéroport ou à proximité. Il m'en a indiqué un à 12 minutes de marche avec des chambres à prix réduit pour les passagers en transit. Puis il a ajouté, comme s'il y pensait à ce moment-là, que le service de nuit au bureau se terminait à minuit et que si j'avais besoin de passer un autre appel avant cette heure-là, je pouvais revenir.
Je ne sais pas s'il l'a dit par protocole ou par quelque chose de plus humain que le protocole. En tout cas, j'en ai pris note. J'ai marché vers la sortie avec ma mallette. L'air nocturne en Turquie, en février, était plus froid que je ne m'y attendais, humide, et avec une odeur de kérosène d'aviation mélangée à quelque chose qui ressemblait à la mer. Les lumières de l'autoroute clignotaient au loin. J'ai trouvé l'hôtel sans difficulté. Un établissement petit et fonctionnel, avec un panneau en 3 langues et une réception éclairée par des tubes fluorescents blancs. Au bureau, j'ai expliqué que je n'avais ni espèce ni carte, que j'étais citoyen français avec un passeport valide, que j'avais besoin d'une chambre pour la nuit, et que le lendemain, après avoir réglé la question au consulat, je pourrais régulariser le paiement. Le réceptionniste, un homme d'âge moyen avec une fine moustache et une expression fatiguée, m'a observé pendant plusieurs secondes. « Passeport » a-t-il dit. Je le lui ai tendu. Il l'a examiné, en a fait une copie. Il m'a rendu l'original. Chambre 311, 4e étage. Paiement demain avant midi. Il m'a donné une carte magnétique et a pointé l'ascenseur. Je suis monté dans la chambre. Elle était petite, avec un lit simple, une chaise, une table étroite, et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure où il n'y avait rien à voir. Je me suis assis sur le bord du lit, la mallette sur les genoux, et je suis resté immobile pendant plusieurs minutes. Ce n'était pas la première fois de ma vie professionnelle que je me retrouvais face à une fraude parfaitement exécutée. Ce qui était une première, c'était que la victime, c'était moi, et que l'auteur était quelqu'un qui dormait à mes côtés depuis 24 ans. J'ai ouvert la mallette, j'en ai sorti le dossier de travail que j'emportais toujours pour les voyages, papier, stylo, intercalaire. J'ai placé une feuille blanche sur les 3 tables et j'ai écrit en haut, en lettres claires, la date, mardi 6 février 2024. En dessous, j'ai écrit une seule ligne, ce que je sais. Ce que je soupçonne. Ce que je dois confirmer. Et je me suis mis au travail. Non pas avec rage, ni avec l'élan brisé de quelqu'un qui vient de recevoir un coup. Avec la méthode froide et systématique d'un homme qui a passé plus de 2 décennies à démanteler des structures frauduleuses. Et qui sait, avec une certitude qu'aucune trahison personnelle ne peut altérer, que chaque irrégularité laisse une trace. Que les documents ne mentent pas si l'on sait où regarder. Et que la personne qui pensait m'avoir laissé sans ressources n'a pas calculé la seule chose qui comptait, que la ressource la plus dangereuse que je possède n'a jamais été sur ce compte bancaire. Elle était dans ma tête, et elle était encore intacte. Le consulat général de France à Istanbul occupe un bâtiment à la façade discrète dans le quartier de Levant, avec un drapeau au-dessus de l'entrée principale et une petite salle d'attente dotée de chaises en plastique orange qui semblait être là depuis les années 90. J'y suis arrivé à 8h42 du matin, avant l'ouverture, et j'ai attendu debout sur le trottoir avec ma mallette, mon passeport, et les 3 pages de notes que j'avais rédigées la veille sur les 3 tables de la chambre 311. La nuit avait été longue. Je n'avais pas dormi plus de 2 heures d'affilée, non pas par angoisse, mais par activité mentale. Chaque fois que je fermais les yeux, mon cerveau continuait de cataloguer des données, de recouper des dates, d'identifier des lacunes dans la séquence des événements qui nécessitaient vérification. À 4 heures du matin, je me suis levé, j'ai allumé la lampe de chevet, et j'ai ajouté 6 autres notes aux pages de travail. À l'aube, j'avais déjà une esquisse assez précise de ce qui s'était probablement passé. Ce qui me manquait, c'était une confirmation externe. L'agente qui m'a assisté s'appelait Rebecca Solanet. Elle avait environ 45 ans, les cheveux bruns courts, et une efficacité tranquille que j'ai immédiatement appréciée. Pas de drame, pas de questions inutiles. Elle a vérifié mon passeport, contrôlé mes coordonnées dans le système consulaire, pris note de la situation que j'ai décrite avec précision, et a commencé à traiter le document d'urgence avec une compétence qui témoignait d'années de pratique dans des situations similaires. Pendant que j'attendais que le système traite les données, Rebecca m'a dit que je pouvais utiliser le téléphone fixe de la salle d'attente pour passer les appels nécessaires. Elle l'a dit avec le même naturel qu'on indiquerait la sortie de secours dans le cadre du protocole, sans insistance particulière. Je l'ai remerciée et j'ai composé le numéro de Céline. Ma sœur a répondu à la 2e sonnerie. Avant que je ne dise quoi que ce soit, elle avait déjà commencé à parler. Romain, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis hier. Ton téléphone est éteint ou sur écoute, ou je ne sais quoi, mais aucun appel ne passe. Écoute-moi attentivement parce que c'est grave. Ce n'était pas la voix de quelqu'un qui vient d'apprendre quelque chose.
C'était la voix de quelqu'un qui porte une information depuis des heures et qui est trop lourde pour continuer à la porter seul. Je lui ai dit que j'étais à Istanbul, que j'allais bien physiquement, que j'avais mon passeport, et que j'organisais mon retour. Je lui ai demandé de tout me raconter depuis le début, dans l'ordre, sans rien omettre. Il y a eu une pause de 2 ou 3 secondes. Puis Céline a parlé pendant près de 12 minutes sans que je ne l'interrompe. La maison de la Croix-Rousse avait été vendue le lundi 4 février 2024, 2 jours avant que je n'embarque pour Istanbul. La transaction avait été formalisée devant le notaire Évariste Sorel par un acte de vente dans lequel Véronique agissait comme unique vendeuse, appuyée par une procuration qui était censée m'autoriser, en tant que copropriétaire, à céder tous mes droits sur la propriété. Le prix de vente enregistré était de 320 000 €. L'acheteur était une société à responsabilité limitée récemment constituée dont l'administrateur unique figurait comme étant un certain Damien Fontenay. Je suis resté complètement immobile quand j'ai entendu ce nom. Damien Fontenay. L'agent de l'entête, la lettre D sur l'écran de téléphone, le nom imprimé dans le coin inférieur de ses documents sur la table de la cuisine. Il n'était pas seulement l'amant, il était l'acheteur. Céline a continué, l'argent de la vente, 320 000 €, a été transféré sur un compte courant dans une banque basée à Lisbonne, dont la propriété n'était pas directement au nom de Véronique, mais à celui d'une autre société commerciale indirectement liée par 2 participations croisées. C'était une structure de dissimulation d'actifs que n'importe quel inspecteur des impôts reconnaîtrait instantanément. Simple, mais fonctionnel pour quelqu'un sans expérience en traçage financier. La procuration qui autorisait la vente portait ma signature, une signature que je n'avais jamais apposée sur le moindre document relatif à cette propriété depuis le transfert de propriété en 2012. Céline ne savait pas comment il l'avait obtenue, mais elle le savait parce que la voisine du rez-de-chaussée, tu te souviens d'elle, lui avait dit que le notaire Sorel avait conclu l'affaire avec une rapidité inhabituelle et qu'il n'y avait eu aucune vérification d'identité supplémentaire au-delà de la documentation présentée par Véronique et Damien. Puis Céline a fait une pause. J'ai reconnu cette pause. Celle de quelqu'un qui est sur le point de dire une chose dont il sait qu'elle va blesser. Romain, l'acte mentionne Nathan Martin Chasseloup comme témoin instrumentaire. Le nom de mon fils dans cette phrase a mis plusieurs secondes à se placer dans le bon ordre à l'intérieur de ma tête. Témoin instrumentaire. Cela signifiait qu'il était présent. Qu'il a vu la transaction être formalisée. Qu'il a signé comme preuve que l'acte s'était produit devant lui. À 27 ans, avec un diplôme universitaire en administration et gestion des entreprises, et sa pleine capacité juridique. Ce n'était pas de l'ignorance. Ce n'était pas une signature sortie de son contexte. Nathan savait exactement ce qu'il signait. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai entendu Céline prononcer mon nom 2 fois pour vérifier si j'étais toujours à l'autre bout du fil. Je lui ai dit que oui, que j'écoutais. Je lui ai demandé de rester disponible pour les prochains jours et de ne parler de cela à personne d'autre jusqu'à ce que je sois de retour à Lyon. Je lui ai demandé si elle pouvait me transférer le montant pour un billet d'avion de retour, plus une petite somme pour régler la facture de l'hôtel. Elle a dit oui, sans une seconde d'hésitation. J'ai raccroché. Je suis resté assis sur la chaise en plastique orange dans la salle d'attente du consulat, les mains sur ma mallette, à regarder le sol sans rien voir de particulier. Évariste Sorel. Je l'avais rencontré 12 ans auparavant. Je lui avais serré la main, j'avais signé devant lui, et à un moment ultérieur, à une date que je ne pouvais pas encore préciser mais que j'allais découvrir, quelqu'un lui avait offert assez d'argent pour authentifier une signature qui n'était pas la mienne. Sans effectuer aucune des vérifications que sa fonction exigeait légalement de lui. La rage est venue à ce moment-là. Non pas comme une explosion, mais comme une température. Quelque chose qui montait lentement de mon estomac à ma poitrine, soutenu et constant, sans aucun des tremblements que l'on associe à la colère débridée. C'était la rage de quelqu'un qui a identifié le mécanisme complet d'une fraude et qui en comprend chaque engrenage. Ce genre de rage ne crie pas, il organise. Rebecca Solanet s'est approchée avec le document d'urgence et une feuille d'instruction pour le remboursement de l'avance de fonds consulaires. Elle m'a expliqué qu'ils avaient également réussi, via le service d'assistance aux Français de l'étranger, à réserver un billet de retour sur le premier vol disponible pour Lyon, partant l'après-midi même à 17h20. Le coût serait remboursé par le mécanisme officiel habituel. Je les remerciais sincèrement. J'ai signé les reçus. J'ai rangé le document d'urgence dans la poche intérieure de ma mallette, à côté de mon passeport, et j'ai quitté le consulat pour retrouver l'air froid de la matinée turque.
Il me restait un peu moins de 8 heures avant le vol. Je suis retourné à l'hôtel, j'ai réglé la facture avec l'avance du consulat, et je me suis assis dans la petite salle à manger du rez-de-chaussée pour prendre un petit déjeuner chaud. Pour la première fois depuis que j'avais atterri, j'ai ressenti une vraie faim. J'ai mangé attentivement, sans me presser. Ensuite, j'ai sorti les pages de notes et j'ai poursuivi le plan là où je l'avais laissé la nuit précédente. En y ajoutant maintenant les données fournies par Céline, 320 000 € pour la vente. Compte de destination à Lisbonne via 2 sociétés intermédiaires. Fausse procuration authentifiée par Sorel. Véritable acheteur, Damien Fontenay, exécutant de l'opération et bénéficiaire direct. Véronique, vendeuse et architecte du stratagème. Nathan, présent et signataire comme témoin sur l'acte. Et sur les 24 années de mariage, Nathan ayant 27 ans, ce qui signifiait que lorsque je rentrais tard et qu'il faisait semblant de dormir, quand je classais les relevés sans les lire, quand je considérais l'arrangement comme raisonnable. Quelqu'un dans cette maison tenait le compte de chacune de mes absences avec une précision qui devenait maintenant un argument pour justifier la trahison. Cela ne la justifie pas, cela ne la justifiera jamais, mais cela l'explique. Et comprendre le mécanisme complet, même dans sa partie la plus douloureuse, est la première chose dont un auditeur a besoin avant de démanteler toute structure. J'ai refermé le dossier, j'ai commandé un autre café, et j'ai attendu le vol avec le même calme méthodique avec lequel j'attendrai le début d'une inspection dont je connais déjà l'issue. Le vol de retour a atterri à Lyon à 20h04. Je portais le même costume dans lequel j'étais parti 2 jours plus tôt, froissé et avec cette odeur étouffante de quelqu'un qui a dormi tout habillé dans une chambre d'hôtel, sans bagage de rechange. J'ai traversé le terminal des arrivées avec ma mallette, le document d'urgence du consulat, et 4 pages de notes manuscrites qui, à ce moment-là, valaient plus que n'importe quelle valise. Céline m'attendait sur le parking extérieur, adossée à sa Ceed grise, les bras croisés et avec une expression qui tentait d'être calme sans tout à fait y parvenir. Quand elle m'a vu passer les portes automatiques, elle a fait un pas en avant et m'a serré dans ses bras avec une force que je n'attendais pas d'elle. Elle n'a rien dit pendant plusieurs secondes. Moi non plus. Quand nous nous sommes séparés, elle m'a regardé en face, avec cette attention spécifique des grandes sœurs qui évaluent les dégâts sans poser de questions directes. « Tu as bonne mine pour ce qui t'est arrivé », a-t-elle dit. « J'ai du travail à faire », ai-je répondu. Nous sommes montés dans la voiture. Céline conduisait pendant que je regardais par la fenêtre les panneaux lumineux de l'autoroute menant à la ville. La même route que j'avais parcourue des milliers de fois au cours de mes 26 ans d'aller et retour à la Direction générale des finances publiques. Tout semblait exactement pareil. La même ligne d'horizon des bâtiments contre le ciel nocturne. Les mêmes lampadaires orange sur l'asphalte humide de février. Seulement, j'étais différent. Je lui ai demandé de m'emmener directement au bureau de Germain Orson. Il était 20h30. À cette heure-ci, a demandé Céline. Je l'ai appelé depuis l'aéroport d'Atatürk avant d'embarquer. Il y sera. Germain Orson pratiquait le droit à Lyon depuis 31 ans. Je le connaissais depuis l'université, lorsque nous étudions tous les deux à la faculté de droit et de sciences économiques de l'université de Lyon et que nous partagions une table dans la bibliothèque du 3e étage, où il révisait le droit civil et moi la comptabilité analytique. C'était un homme de 62 ans, aux cheveux complètement blancs, et qui avait une façon d'écouter qui consistait à ne jamais interrompre avant que l'autre personne n'ait fini de dire tout ce qu'elle avait à dire. Cette qualité, qui à l'université me semblait être de la simple politesse, je l'avais comprise au fil des ans comme une technique. Germain laissait l'histoire se dérouler complètement parce qu'il savait que c'est dans les marges de ce que l'on dit sans réfléchir qu'apparaissent les informations les plus utiles. Il m'a ouvert lui-même la porte de son cabinet, rue de la République. Sans secrétaire à cette heure-là, en veste et avec un café à moitié consommé sur la table de réunion, il n'a fait aucun commentaire sur l'état de mon costume. Il a montré la chaise et a attendu. J'ai parlé pendant 40 minutes. Je lui ai donné les 4 pages de notes, j'ai expliqué la séquence complète dans l'ordre chronologique, la lettre d'Adramar Solutions, la gestion du voyage par Véronique, le café à l'aéroport, le réveil dans l'avion, l'appel du consulat, ce que Céline avait confirmé à propos de l'acte de vente. La procuration avec ma fausse signature, le notaire Sorel, Damien Fontenay comme véritable acheteur, et le transfert de 320 000 € vers le compte à Lisbonne. Germain lisait les notes au fur et à mesure que je parlais. Il n'a pas levé les yeux du papier jusqu'à ce que j'ai terminé. Il y a eu un silence de près d'1 minute. La fausse procuration est le point central, a-t-il finalement dit.
si l'analyse graphologique confirme que la signature n'est pas la tienne. L'acte de vente se retrouve sans fondement légal valide et l'opération peut être contestée pour nullité absolue. Sorel est pénalement responsable pour avoir authentifié un faux document. C'est un crime de faux en écriture publique qui, selon la façon dont l'accusation est construite, peut entraîner une interdiction d'exercer et une peine de prison. Et Damien Fontenay, s'il est prouvé qu'il a agi en connaissance de la falsification, est coauteur. S'il est également prouvé qu'il a facilité l'opération dans le cadre d'une relation avec la vendeuse, le dossier contre lui devient considérablement plus compliqué. Il a fait une pause. Le fils. C'était la première fois depuis l'appel avec Céline que j'entendais ce terme pour désigner Nathan de la bouche de quelqu'un d'autre. Germain l'a dit avec la neutralité technique de quelqu'un qui évalue une position juridique sans avoir l'intention de blesser, et sans savoir exactement quel poids cela avait pour moi à ce moment-là. Je lui ai dit que Nathan figurait comme témoin instrumentaire sur l'acte. Germain a hoché lentement la tête, sans rien ajouter de plus sur ce point. Il l'a noté dans son calepin d'un seul trait et est passé au problème suivant. C'était la chose la plus prévenante qu'il pouvait faire. Pendant les 20 minutes suivantes, nous avons établi le plan initial. Germain contacterait un expert graphologue judiciaire de confiance dès le lendemain pour commencer la comparaison de signatures. Je commencerai à reconstituer la trace financière des 18 derniers mois avec les relevés bancaires que je pourrais récupérer depuis mon accès en tant que cotitulaire des comptes familiaux. Nous allions garder la stratégie totalement secrète jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de documents pour déposer une plainte solide ne laissant aucune place à une manœuvre défensive. Véronique sait-elle que tu es de retour, a demandé Germain avant que je me lève. Pas encore. Bien. Ne lui dis rien pour l'instant. J'ai quitté le bureau à 22h15. Céline m'attendait dans la voiture garée dans la rue. Elle m'a offert la chambre d'amis dans son appartement de mon plaisir. J'ai accepté sans discuter, mais avant de monter dans la voiture, je lui ai demandé d'attendre un instant. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce moment précis. Peut-être était-ce le froid sec de la rue après l'air étouffant du bureau. Peut-être était-ce le son de Lyon qui fonctionnait normalement à cette heure-là. Les bars avec leurs rideaux à moitié baissés, un couple de jeunes à vélo, un chien, quelqu'un qui marchait sur le trottoir d'en face. La vie ordinaire qui continuait exactement pareil. Tandis que la mienne avait basculé de 180 degrés en 48 heures. Je me suis appuyé contre le mur du bâtiment, j'ai croisé les bras sur ma poitrine, et j'ai pleuré. Ce n'était pas un pleur bruyant. C'était silencieux et physique, mes épaules bougeant légèrement et mes yeux fermés très fort, comme si mon corps avait besoin d'expulser quelque chose que ma tête retenait depuis l'aéroport de Lyon 2 jours plus tôt. Cela a duré 11 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé ma montre quand ça s'est terminé, avec cet instinct d'enregistrer les durées que je ne peux plus désactiver, même dans les moments les plus intimes. Céline n'est pas descendue de la voiture. Elle n'a pas baissé la vitre pour dire quoi que ce soit. Elle est restée à l'intérieur, regardant droit devant elle, me donnant exactement l'espace dont j'avais besoin sans me demander de justifier ce besoin. C'est la personne qui me connaît le mieux au monde. Et cette nuit-là, elle l'a prouvé avec un silence qui valait plus que tous les mots. Quand j'ai essuyé mon visage et ouvert la portière côté passager, elle a démarré le moteur sans commentaire, en disant seulement « Il y a de la soupe à la maison ». Je l'ai préparée avant de venir. Pendant le trajet vers mon plaisir, je regardais par la fenêtre les rues du quartier de la Croix-Rousse. Au moment où nous sommes passés devant la façade de notre maison. Celle qui n'était plus la mienne. Les volets étaient baissés. Il y avait une lumière allumée dans le salon qui filtrait à travers les lattes. Quelqu'un était à l'intérieur, vivant dans ma maison, avec mon argent, avec la même normalité avec laquelle j'avais, pendant des années, considéré comme acquis tout ce qui me manquait désormais. J'ai détourné le regard, j'ai regardé devant moi. Ce fut la seule fois où je me suis permis de ressentir l'ampleur totale du coup. À partir de ce moment, j'ai cessé d'être l'homme qui avait été volé. Je suis devenu l'auditeur qui allait prouver, document par document, chaque euro, chaque signature et chaque date de ce qui s'était exactement passé. Et ça, contrairement aux pleurs, ça n'allait pas durer 11 minutes. Cela allait durer le temps nécessaire. Sans hâte, sans erreur, sans laisser le moindre détail au hasard. Le 3e jour de ma présence chez Céline, Véronique a appelé sur le téléphone fixe de ma sœur. Elle n'avait aucun autre moyen de me joindre, car le téléphone que j'utilisais habituellement avait disparu avec mon portefeuille cet après-midi-là dans l'avion, et je n'en avais pas encore acheté un nouveau.
Céline m'a regardé depuis l'autre bout du couloir, le combiné à la main, avec une question silencieuse dans les yeux. Je lui ai fait un signe de tête affirmatif. Elle me l'a passé. La voix de Véronique, à l'autre bout, avait exactement le ton auquel je me serais attendu si je n'avais pas su ce que je savais. Une inquiétude modérée, une pointe de reproche contenue pour ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt, la cadence naturelle d'une femme sans nouvelles de son mari depuis des jours. C'était une performance impeccable. Pendant 24 ans, j'avais vécu avec cette voix, et je n'y avais jamais entendu ce que j'y entendais maintenant. La fine couche de comédie dissimulant quelque chose qui n'était rien de ce qu'elle prétendait être. Je lui ai dit que j'avais eu un problème avec mon téléphone en arrivant à Istanbul, que les réunions avaient été intenses et épuisantes, que j'allais bien mais que j'avais besoin de quelques jours chez Céline pour me reposer avant de reprendre la routine. Que la pression du travail s'était accumulée d'une manière que je n'avais pas su gérer à temps. J'ai utilisé des mots vagues, le genre de mots qu'on ne peut pas réfuter parce qu'ils n'affirment rien de concret. Combien de jours, a-t-elle demandé? Autant que nécessaire. Je ne sais pas encore. Il y a eu une pause de 2 secondes, suffisante pour que quelqu'un avec son niveau de contrôle enregistre l'information et évalue si cela posait un risque pour le plan qu'elle avait déjà mis à exécution. Elle en a tiré la conclusion correcte de son point de vue, je ne savais rien. J'étais stressé. J'avais besoin d'espace. C'était gérable. D'accord, a-t-elle dit. Repose-toi. On se parlera quand tu iras mieux. J'ai raccroché. J'ai rendu le combiné à Céline sans faire de commentaires. Elle n'a rien demandé non plus. L'après-midi même, j'ai acheté un téléphone prépayé basique dans une boutique de la rue Victor Hugo, avec une carte SIM enregistrée au nom de Céline, pour empêcher que tout pistage puisse être relié à moi de façon prématurée. C'était une précaution probablement inutile, mais l'instinct technique opérait au-dessus des probabilités. Dans les affaires de fraude fiscale, les erreurs de la partie enquêtrice se produisent presque toujours à des moments où elle pense que la précaution est superflue. L'expert en graphologie judiciaire que Germain avait contacté s'appelait Aurélien Valois. Il avait 58 ans. Il était titulaire d'un doctorat en sciences médico-légales de l'université Panthéon-Assas et réalisait des expertises pour les tribunaux dans toute la France depuis plus de 2 décennies. Germain m'a expliqué qu'Aurélien avait témoigné dans plus de 400 procédures judiciaires et qu'aucun de ses rapports n'avait jamais été rejeté pour vice de forme. Il était le genre de professionnel que les avocats de la défense évitaient d'affronter au tribunal parce que ses conclusions s'accompagnaient d'un niveau de documentation qui les rendait très coûteuses à contester. Nous nous sommes rencontrés tous les 3 dans le bureau de Germain vendredi matin. Aurélien était un homme de corpulence fine, portant des lunettes à monture fine et s'exprimant avec une minutie qui me rappelait certains inspecteurs avec lesquels j'avais travaillé à l'agence. Je lui ai fourni un échantillon de ma signature sur 6 documents différents, de dates variées, allant de contrats de service à des requêtes administratives des 10 dernières années. Il les a examinés pendant plusieurs minutes avec une loupe, a pris des notes dans un carnet à couverture rigide, et a déclaré qu'il aurait besoin d'avoir accès à une copie certifiée conforme de la procuration pour terminer la comparaison. Germain avait déjà demandé cette copie au registre notarial correspondant. Elle arriverait dans les 5 à 8 jours ouvrables. C'est suffisant pour le rapport préliminaire, a dit Aurélien. Si la signature est une imitation, je l'établirai avec certitude. S'il s'agit d'une falsification construite à partir d'une signature originale manipulée numériquement, cela se verra aussi. Les 2 options laissent des traces différentes, et aucune n'est invisible à l'analyse instrumentale. Il a quitté le bureau avec les échantillons dans un dossier scellé. Germain et moi sommes restés seuls. Je lui ai donné les premiers résultats du travail que j'avais commencé cette semaine-là, une analyse des relevés bancaires des 22 derniers mois que j'avais reconstitués en accédant aux comptes familiaux où je figurais toujours comme co-titulaire, depuis l'ordinateur de Céline. Ce que j'ai trouvé lors de cet examen initial était suffisant pour confirmer que la vente de la maison n'avait pas été un acte impulsif, mais le point final d'une stratégie en construction depuis près de 2 ans. Il y avait des virements récurrents pour des montants allant de 600 € à 1100 €, toujours effectués les jours ouvrables entre 10 et 12 heures du matin. Lorsque Véronique savait que j'étais au bureau et qu'il était peu probable que je vérifie l'accès bancaire en ligne individuellement. Chaque virement pouvait être justifié comme une dépense domestique ou personnelle sans déclencher la moindre alarme. Collectivement, la somme cumulée dépassait les 86 000 €, répartie sur 73 opérations distinctes étalées sur 19 mois. 73 opérations, aucune ne dépassant le seuil de signalement obligatoire pour la banque. C'était une technique qui, dans le domaine du contrôle fiscal,
porte un nom bien précis, le fractionnement délibéré. Je la connaissais parce que je l'avais documentée dans au moins une douzaine de dossiers tout au long de ma carrière. Je n'aurais jamais imaginé la trouver dans mes propres relevés bancaires. Germain a examiné l'analyse attentivement. Cela renforce l'idée de préméditation, a-t-il dit. Ce n'est pas une décision prise lors d'un moment de crise conjugale. C'est une architecture financière construite avec du temps et de la méthode. Je l'ai interrogé sur les délais estimés pour l'ensemble de la procédure judiciaire. Il a expliqué que la contestation de l'acte pour faux et usage de faux, une fois la plainte déposée avec le rapport d'expertise à l'appui, suivrait la voie ordinaire du juge d'instruction. La mesure conservatoire pour suspendre les effets de la vente pourrait être demandée en même temps que la plainte, ce qui empêcherait la propriété d'être vendue ou hypothéquée à nouveau pendant que la procédure était ouverte. C'était un mécanisme lent comparé à la rapidité avec laquelle ils avaient exécuté leur plan, mais c'était irréversible si les documents résistaient à l'examen judiciaire, et ils y résisteraient. Ce que Germain ignorait, et ce que je n'avais encore dit à voix haute à personne, c'était la partie de la stratégie qui n'avait aucune composante légale. La décision concernant Nathan ne pouvait pas être traitée en termes juridiques car il n'y avait aucun délit à poursuivre dans le fait de signer comme témoin sur un acte public. C'était un acte civil, tout à fait légal dans la forme, dévastateur dans sa signification. Cette semaine-là, la nuit, dans la chambre d'amis de Céline, j'y ai pensé avec une régularité que je ne pouvais pas interrompre, même si je le voulais. Nathan avait 27 ans. Il avait grandi dans cette maison avec les marques sur le cadre de la porte. Il avait mangé à cette table des centaines de fois. Il avait reçu pendant des années une allocation mensuelle que je transférais ponctuellement sans qu'il ne le demande, parce que je considérais qu'il était de ma responsabilité de père de faire en sorte que ses débuts professionnels ne dépendent pas des circonstances du marché du travail. Et il avait apposé sa signature sur un acte de vente qui visait à me vider de tout ce que j'avais. Une nuit, alors que je passais en revue les relevés pour la 4e fois à la recherche d'un détail qui aurait pu m'échapper, je me suis levé de ma chaise, je suis allé dans la salle de bain. J'ai ouvert le robinet d'eau froide et je me suis aspergé le visage pendant un long moment sans me regarder dans le miroir. Non pas pour éviter mon reflet, mais parce qu'il n'y avait rien à me dire que je ne savais déjà. La décision concernant Nathan était prise. Je ne l'exécuterai pas encore parce que le moment n'était pas le bon, mais elle était prise avec la même fermeté avec laquelle on clôture un dossier sans appel possible, sans clause de révision, sans place pour l'ambiguïté. Il restait des semaines avant que tout n'atteigne le point où chaque pièce tomberait à sa place définitive. Pendant ce temps, j'allais continuer à faire ce que j'avais fait toute ma vie. Travailler avec ordre, documenter avec précision, et ne bouger aucune pièce avant que le plateau ne soit complet. Véronique était toujours dans cette maison, avec les volets baissés et la lumière allumée dans le salon, convaincue que l'homme qu'elle avait envoyé à Istanbul était trop désorienté pour représenter une véritable menace. C'était le dernier avantage qu'il lui restait, et il était sur le point de s'épuiser. Le rapport préliminaire d'Aurélien Valois est arrivé au bureau de Germain le mercredi de la 3e semaine. Germain m'a appelé sur le téléphone prépayé à 9h du matin avec une seule phrase, « Viens quand tu peux ». Nous avons confirmation. Aurélien avait terminé la comparaison entre les 6 échantillons de ma signature authentique et celle qui figurait sur la procuration notariée. Sa conclusion, rédigée sur 17 pages avec appui photographique et analyse instrumentale, était sans équivoque. La signature sur la procuration n'était pas la mienne. C'était une imitation construite sur les traits généraux de mon écriture habituelle, probablement élaborée à partir d'une reproduction numérique d'une de mes signatures, obtenue à partir d'un document antérieur quelconque. Les angles de pression ne correspondaient à ceux d'aucun de mes échantillons. Le trait initial présentait une hésitation caractéristique de quelqu'un qui reproduit plutôt que de quelqu'un qui exécute, et la proportion entre les modules des lettres différait d'un pourcentage qui dépassait de loin le seuil de variation naturelle entre différentes signatures d'un même individu. 17 pages, des photographies, une analyse instrumentale, une conclusion ne laissant aucune place à l'ambiguïté. Germain a entamé la procédure pour déposer la plainte formelle auprès du juge d'instruction dans les 10 jours, le temps nécessaire pour intégrer au dossier toute la documentation financière que je continuais de rassembler. Ces 10 jours ont été les plus intenses de tout le processus sur le plan technique. Je travaillais tous les matins de 6h à midi sur la table à manger de Céline, avec les relevés bancaires imprimés et organisés chronologiquement, une feuille de calcul construite colonne par colonne, appliquant la même méthode que pour n'importe quel audit d'une entreprise de taille moyenne. D'abord le volume total, puis la fréquence, ensuite le modèle, enfin le destinataire.
Le modèle a été visible dès la deuxième semaine d'analyse. Les 73 virements que j'avais identifiés lors du premier examen suivaient une cadence qui n'était pas aléatoire, mais délibérément conçue pour le paraître. Des montants différents pour chaque opération, des jours de la semaine variés, des intervalles irréguliers entre un virement et le suivant. À première vue, un chaos administratif ordinaire. Sous une analyse de fréquence cumulative, c'était une progression linéaire qui avançait vers une date précise avec la régularité d'une horloge. Cette date était le 4 février 2024, le jour de l'acte de vente. Mais ce qui a transformé l'analyse d'utile à dévastatrice, c'est ce que j'ai trouvé en recoupant les destinataires de ces virements avec le registre du commerce. 20 de ces 73 opérations n'allaient pas vers le compte courant habituel du foyer ni vers aucun fournisseur de services identifiable. Elles allaient vers un compte courant enregistré au nom d'une société appelée Fontenay Gestion Patrimoniale SARL, créée 16 mois avant la vente, avec un administrateur unique, Damien Fontenay. Il n'était pas seulement l'acheteur de la propriété. Il était le destinataire direct d'une partie de la ponction financière préalable, ce qui signifiait que Véronique n'avait pas payé ses services avec l'argent de la vente. Elle l'avait payé pendant 16 mois par versement discret, au fur et à mesure que le plan prenait forme. Il s'agissait d'une relation économique soutenue dans le temps, et non d'une transaction ponctuelle. Cela changeait la qualification juridique de l'ensemble d'une manière que Germain allait devoir évaluer. Je lui ai envoyé l'analyse complète le même après-midi, par coursier, dans une enveloppe scellée, sans joindre de résumé ni d'explication. Les chiffres parlaient avec suffisamment de clarté. L'appel de Germain est venu le soir même. Avec ça, il ne s'agit plus seulement de faux et d'escroquerie, a-t-il dit. Nous sommes face à une organisation frauduleuse avec sa propre structure financière, opérationnelle depuis plus d'1 an. Cela aggrave très significativement la situation pour tous les deux. J'ai demandé pour Sorel, le notaire. Sorel a authentifié une fausse signature. Avec le rapport d'Aurélien sur la table, sa position est indéfendable. Ce que nous ne savons pas encore, c'est s'il a agi par négligence grave ou par accord préalable avec Fontenay. Si nous pouvons prouver qu'il a reçu une quelconque forme de compensation économique pour cet acte, la peine applicable augmente considérablement. Je lui ai dit que je vérifierais s'il y avait le moindre mouvement vers l'entourage de Sorel dans les relevés que je n'avais pas encore totalement recoupés. Germain a fait une brève pause. Romain, tu travailles depuis 3 semaines. Comme si c'était une affaire de l'agence. Tu dors? Je lui ai dit que oui, suffisamment. Ce n'était pas tout à fait exact, mais ce n'était pas non plus un mensonge. Je dormais 4 ou 5 heures. Le reste du temps était occupé par l'analyse, ou bien l'analyse occupait le temps qui aurait dû être du repos. Il était difficile de faire la différence. 2 jours plus tard, j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans les relevés d'une période que j'avais initialement écartée comme étant antérieure au début du stratagème, il y avait 2 virements vers un compte dont je ne reconnaissais pas le numéro au premier coup d'œil. Le premier était de 3 200 €, effectué en octobre 2022. Le second de 4 500 €, en janvier 2023. Les 2 provenaient du compte du foyer géré par Véronique, et les 2 avaient été réalisés des jours où j'étais en déplacement hors de Lyon pour des inspections de travail. Le titulaire de ce compte était une société de services administratifs appelée Gestion Documentaire Sorel et Fils. J'ai fixé ce nom pendant près d'1 minute sans bouger un muscle. Évariste Sorel n'avait pas commis une négligence grave. Il avait été payé, d'abord une partie pour préparer le terrain, puis une autre pour exécuter. Un total de 7 700 € pour authentifier une fausse signature sur un acte de vente de 320 000 €. C'était une proportion si infime du volume de la fraude que c'en était presque obscène, mais c'était traçable, documenté, et absolument suffisant pour étayer une accusation de corruption active. Je l'ai ajouté au dossier sans la moindre inflexion émotionnelle particulière. C'était simplement une autre pièce qui s'emboîtait là où elle devait aller. C'était ça, l'analyse financière systématique. Elle ne produisait pas de surprises, elle produisait des confirmations. Les surprises étaient pour ceux qui n'avaient pas appliqué la méthode dès le début. L'après-midi même, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas calculé. J'étais assis à la table à manger de Céline, les papiers étalés, quand l'interphone de l'immeuble a sonné. Céline était au marché. J'ai répondu par inertie, sans penser que je n'étais pas chez moi. La voix à l'autre bout était celle de Véronique. Romain, Céline m'a dit que tu étais là. Il faut qu'on parle. Je monte. Je n'ai pas eu le temps de rassembler complètement les papiers.
J'ai poussé les 3 classeurs dans ma sacoche de travail. J'ai posé un exemplaire du journal du matin par-dessus, et j'ai emporté l'ordinateur portable dans la chambre en 10 secondes. Quand Véronique a franchi la porte, elle a trouvé un homme assis à table, le journal ouvert et une tasse de café froid. Elle m'a regardé pendant un moment avec une attention qui a duré un peu plus longtemps que de naturel. « Tu as bonne mine », a-t-elle dit, avec presque le même ton que Céline, mais avec une intention complètement différente. C'était une évaluation, pas un soulagement. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Elle a dit qu'elle s'inquiétait de ma distance, que ce n'était pas mon genre de m'isoler comme ça, que la maison semblait étrange sans moi. Elle l'a dit avec une cadence véritablement convaincante. Si je n'avais pas eu 3 classeurs avec 73 virements documentés dans une sacoche posée contre le mur à moins d'1 mètre de l'endroit où elle était assise, j'aurais peut-être douté. Mais je les avais, et je n'ai pas douté. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, qu'elle comprendrait, que bientôt tout reprendrait sa place. Elle est partie convaincue que j'étais toujours le même homme désorienté qui avait appelé du consulat d'Istanbul. J'ai fermé la porte, je suis retourné à table, j'ai ressorti les dossiers, et j'ai repris là où je m'étais arrêté. Il est resté 4 jours avant que Germain ne dépose la plainte, 4 jours pendant lesquels Véronique continuerait à vivre avec la certitude d'avoir gagné. Cette certitude était le seul luxe qu'elle pouvait encore s'offrir, et sa date de péremption approchait. La plainte a été déposée le mardi de la 4e semaine. Germain s'est présenté au tribunal judiciaire de Lyon, cabinet d'instruction numéro 7, avec un dossier de 104 pages qui comprenait le rapport d'expertise d'Aurélien Valois, l'analyse financière complète des 73 virements. La documentation liant Damien Fontenay au paiement préalable via Fontenay Gestion Patrimoniale SARL, et les 2 mouvements vers le compte de gestion documentaire Sorel et Fils. Il a demandé simultanément la mesure conservatoire pour suspendre les effets de l'acte de vente, ce qui bloquait toute opération future sur la propriété tant que la procédure était en cours. Germain m'a appelé en sortant du palais de justice. Admise pour traitement. La mesure conservatoire aussi. À partir de maintenant, personne ne peut rien faire avec cette maison. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté dans le couloir de l'appartement de Céline pendant un long moment, sans bouger d'un iota. Ce n'était pas exactement du soulagement. C'était la froide reconnaissance que le mécanisme s'était enclenché et qu'à partir de là, la machine judiciaire allait fonctionner avec sa propre inertie, peu importe ce que Véronique, Damien ou Sorel allaient décider de faire ensuite. Ce soir-là, Céline a préparé un dîner simple. Nous avons tous les 2 mangé à la table de la cuisine sans beaucoup parler, avec la télévision allumée dans le salon sans qu'aucun de nous ne la regarde. C'était un silence confortable, du genre qui ne se construit qu'entre des personnes qui se connaissent depuis des décennies et qui n'ont pas besoin de remplir l'espace avec des mots quand il n'y a rien d'urgent à dire. Après avoir débarrassé la table, Céline s'est retirée tôt. Je suis resté assis, la lumière de la cuisine allumée et un verre d'eau intact devant moi. Je n'avais pas sommeil et je n'avais plus de travail à terminer. La plainte était déposée. Le dossier soumis. La stratégie entre les mains de Germain. Pour la première fois depuis 4 semaines, je n'avais aucune tâche technique en attente pour occuper mes mains. C'est dans ce vide qu'est arrivé ce que je repoussais. Je me suis levé pour chercher quelque chose dans la veste que j'avais accrochée au porte-manteau dans le hall. Et en mettant la main dans la poche intérieure, j'ai senti un petit objet rigide que je ne m'attendais pas à trouver. C'était une photographie format portefeuille, avec des bords légèrement courbés par le temps et une petite tache dans le coin inférieur qui était là depuis des années sans que je me souvienne quand elle était apparue. Je l'ai sortie sous la lumière du couloir. C'était Nathan. Il devait avoir 5 ou 6 ans. Il était sur la plage de Cassis, un été au début des années 2000, ses cheveux noirs et mouillés collés sur son front, les bras tendus vers l'appareil photo, tenant un poisson argenté de taille moyenne qui devait lui paraître énorme à l'époque. Sa bouche était ouverte dans un rire qu'on ne pouvait pas entendre, mais qu'on pouvait voir complètement, avec toutes ses dents de lait encore intactes et ses yeux plissés par la lumière de midi. C'est moi qui avais pris cette photo. Je me souviens du moment. Il avait attrapé le poisson avec une canne en plastique bon marché que nous avions acheté le matin même dans une quincaillerie de la ville. Et l'excitation avait été si débordante, si authentique, que j'avais dû reculer de 3 pas pour cadrer tout son corps dans le viseur de l'appareil jetable que nous utilisions cet été-là. C'était un samedi sans obligation professionnelle. L'un des rares. Je me suis adossé au mur du couloir avec la photographie entre les doigts. Je suis resté ainsi pendant un temps que je n'ai pas chronométré. Sans pleurer, cette fois,
sans aucun des mouvements physiques qui avaient marqué la nuit devant le bureau de Germain. Juste immobile, avec ce poids spécifique qui accompagne la reconnaissance de quelque chose qui ne peut plus être changé. Non pas la trahison en elle-même, mais la distance qui existait entre le garçon sur la photographie et l'homme de 27 ans qui avait signé comme témoin sur un acte notarié, en pleine conscience de ce que cette signature signifiait. Cette distance n'avait pas été créée uniquement par Véronique. J'avais posé les matériaux de construction sur des années d'absence, de dîners tardifs, de week-ends occupés par des dossiers qui auraient pu attendre jusqu'au lundi. Cela ne l'excusait pas, mais cela faisait partie du tableau d'ensemble. Et regarder le tout sans ce détail aurait été la même chose que d'auditer une entreprise en omettant délibérément une colonne d'un bilan. La décision que j'avais prise mentalement des semaines auparavant dans la salle de bain de Céline s'est installée à ce moment-là d'une manière différente. Non pas avec froideur, mais avec clarté. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la reconnaissance que certains choix ont des conséquences permanentes, et que les traiter comme temporaires serait une façon de nous mentir à tous les deux. Nathan avait choisi. Avec toutes les informations disponibles, avec une formation universitaire, avec sa pleine capacité juridique, dans un acte qui n'admettait aucune interprétation ambiguë. Respecter ce choix signifiait en accepter les conséquences sans les adoucir avec le temps. J'ai remis la photo dans ma poche. Je suis retourné dans la cuisine. J'ai bu l'eau que j'avais laissée intacte. Il n'y a pas eu d'autres pleurs cette nuit-là. Ce qu'il y a eu, ce fut quelque chose de plus permanent. Une sorte de fermeture interne, sans porte qui claque, sans température qui s'élève, sans aucun des gestes dramatiques qu'on associe aux grandes décisions. Juste une porte qui se ferme lentement, avec la douceur de quelque chose qui avançait dans cette direction depuis des années et qui atteint enfin sa position définitive. Le lendemain matin, j'ai appelé Germain pour lui communiquer une chose qui ne faisait pas partie de la procédure judiciaire, mais que j'avais besoin de voir actée en présence de quelqu'un. Quand tout cela sera fini, ai-je dit, j'ai besoin que tu m'aides à rédiger un document pour Nathan. Ce n'est pas une plainte. Il n'y a pas de délit poursuivable dans ce qu'il a fait. Et je n'ai aucune intention d'en inventer un. Je veux une lettre notariée qui communique formellement l'extinction de toute obligation financière de ma part envers lui. Avec effet immédiat à la date de signature, sans clause de révision, sans délai de grâce. Germain est resté silencieux pendant plusieurs secondes. C'était le silence de quelqu'un qui traite une décision et l'évalue, non pas en termes juridiques, mais en termes humains. Tu y réfléchis depuis un moment, a-t-il fini par demander. Depuis des semaines, ai-je répondu. D'accord. Nous la préparons le moment venu. Les semaines qui ont suivi se sont écoulées dans une sorte de pause vigilante. Germain gérait les notifications du tribunal. Aurélien restait disponible pour toute extension du rapport que le juge d'instruction pourrait demander. J'étais retourné travailler à la Direction générale des finances publiques, où personne ne savait rien de ce qui se passait dans ma vie personnelle, parce que je ne mélangeais jamais ces espaces de cette façon-là. Véronique avait reçu la notification judiciaire. Germain m'a informé que sa première réponse, via un avocat commis d'office qu'elle avait engagé dans les premiers jours, avait été de nier la falsification de la procuration et de prétendre que j'avais signé le document volontairement à une date antérieure et que je ne m'en souvenais tout simplement plus. C'était la seule ligne de défense possible dans sa position, et c'était aussi la plus fragile parce qu'elle se heurtait à 17 pages d'analyse instrumentale graphologique signée par Aurélien Valois, qui disait exactement le contraire. Damien Fontenay avait engagé un avocat pénaliste de Lyon réputé pour être agressif au tribunal. Sorel gardait le silence par l'intermédiaire de son représentant légal. Tous les trois agissaient comme agissent toujours les personnes impliquées dans une fraude lorsqu'elles se savent piégées par une documentation solide, en espérant que quelque chose échouera dans la chaîne de preuves, en cherchant le maillon faible qui pourrait offrir une porte de sortie. Il n'y en avait aucune. Il le savait, et je le savais. L'audience préliminaire était fixée à la 3e semaine d'avril. 22 jours à attendre. 22 jours pendant lesquels Véronique dormait encore dans cette maison de la Croix-Rousse avec les volets baissés et la lumière du salon allumée. 22 jours pendant lesquels Damien Fontenay a continué à travailler comme agent immobilier dans son bureau de la rue de la République, à moins de 4 km de l'endroit où j'avais passé 26 ans à travailler. 22 jours pendant lesquels le notaire Sorel a ouvert son étude chaque matin dans le quartier de la Guillotière, avec la même plaque sur la porte et le même protocole que d'habitude.
Aucun des trois ne savait que le dossier auquel ils étaient confrontés avait été constitué avec la même précision avec laquelle je constituais les dossiers que je présentais à la Direction générale des finances publiques. Des gens qui croyaient que personne ne réviserait leurs chiffres de manière assez minutieuse. Ils se trompaient avec la même erreur que celle qu'ils font toujours, sous-estimer quelqu'un qui possède l'expérience qu'ils n'ont jamais pris le temps d'accumuler. Le tribunal judiciaire de Lyon, cabinet d'instruction numéro 7, occupe le 4e étage d'un bâtiment à la façade grise rue Servien, avec des couloirs en linoléum beige et un éclairage fluorescent qui aplatit les couleurs de tout ce qui se trouve en dessous. J'y suis arrivé à 9h44 le matin du 16 avril, portant le costume bleu marine que je réservais pour les apparitions professionnelles importantes, avec sous le bras un dossier qui était la version organisée et reliée de tout ce que j'avais construit au cours des dernières semaines. Germain était déjà dans le couloir, debout près de la porte de la salle d'audience avec sa mallette et la même expression sereine que d'habitude. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. « Prêt » ai-je répondu. C'était la vérité, sans nuance. La salle était petite, avec une longue table centrale, des chaises au dossier rigide, et une étroite fenêtre qui donnait sur une cour intérieure où aucun soleil n'entrait à cette heure. La juge d'instruction s'appelait Diane Icard. Elle avait environ 50 ans, les cheveux simplement attachés en arrière et de lunettes à monture sombre qu'elle n'enlevait jamais. Elle examinait les documents que Germain posait sur la table avec l'attention concentrée de quelqu'un qui a vu beaucoup de dossiers et qui sait distinguer ceux qui ont de la substance de ceux qui n'en ont pas. Véronique était assise de l'autre côté de la table avec son avocat, un homme mince d'environ 40 ans nommé Hector Beaumont. Il avait bâti sa défense sur une seule prémisse, que je souffrais d'une perte de mémoire liée au stress chronique au travail et que j'avais signé une procuration volontairement sans m'en souvenir par la suite. C'était une stratégie qui aurait pu fonctionner contre n'importe quel autre homme dans n'importe quelle autre circonstance. Contre 17 pages d'analyse instrumentale graphologique, cela ne fonctionnait contre rien. Damien Fontenay était assis à côté de son avocat pénaliste, Grégoire Pelletier, un homme corpulent à la barbe épaisse qui, dans les premières minutes de la séance, a adopté une posture de léger désintérêt. Comme quelqu'un qui estime que la procédure manque de consistance pour présenter un risque réel. Cette posture a commencé à changer au fur et à mesure que Germain déposait des documents sur la table. Sorel assistait à l'audience, accompagné de son représentant, mais n'a pris la parole à aucun moment pendant la séance. Il est resté les mains jointes sur la table, le regard fixé sur un point neutre sur le mur d'en face, avec l'expression contenue de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il attend et a décidé de ne pas accélérer le processus par le moindre mouvement inutile. Germain a présenté l'affaire dans un ordre strictement chronologique. D'abord, le contexte. La décision de 2012 qui transférait la propriété du bien au nom exclusif de Véronique, présentée alors comme une mesure temporaire de protection du patrimoine n'est jamais annulée. Le premier nœud. Ce qui avait semblé être une décision prudente de gestion familiale était la première pierre d'une architecture construite des années à l'avance. Ensuite, le schéma financier. Les 73 virements fractionnés sur 19 mois. La somme cumulée de 86 000 €, les paiements à Fontenay Gestion Patrimoniale SARL, avec Damien Fontenay comme administrateur unique. Germain a posé le tableau d'analyse que j'avais préparé sur la table. L'avocat de Fontenay, Pelletier, s'est penché en avant pour le lire et n'a pas repris sa posture de désintérêt. Ensuite, la procuration. Le rapport d'Aurélien Valois avec ses 17 pages, les photographies comparatives, l'analyse de la pression et de la proportion, la conclusion sans aucune place pour l'ambiguïté. La signature n'était pas la mienne. Le deuxième nœud. Le notaire Sorel, dont j'avais entendu le nom de la bouche de Véronique pour la première fois il y a 12 ans comme une recommandation de confiance. Il avait authentifié un faux document contre un paiement de 7 700 € canalisé via son entreprise familiale. Le troisième nœud. Ensuite, Germain a posé la dernière feuille du dossier, l'entête de l'agence immobilière Fontenay et Associés, avec le nom de Damien Fontenay imprimé dans le coin inférieur. Le même papier que j'avais trouvé sur la table de la cuisine un samedi matin, que Véronique avait expliqué comme étant une documentation pour sa cousine Delphine, et que j'avais fermé et rangé sans poser de questions supplémentaires. Le quatrième nœud. La juge Icard passait en revue chaque document avec de longues pauses. Il n'y avait aucune urgence dans sa façon de travailler. C'était le calme de quelqu'un qui sait que ce qui se trouve devant elle ne va pas changer d'une page à l'autre. C'est pendant cette pause que j'ai regardé Véronique pour la première fois depuis que nous étions entrés dans la pièce. Elle était assise, le dos droit et les mains jointes sur la table, exactement comme elle l'avait été durant la première partie de la séance.
Mais il y avait quelque chose de différent dans la ligne de sa mâchoire. Une tension qui n'était pas là à son arrivée, comme si les muscles retenaient quelque chose qui pesait plus que prévu depuis un moment. Elle m'a regardé pendant une seconde. Ce fut un bref échange de regards. Sans mots, sans gestes. Mais dans cette seconde, j'ai vu quelque chose que, en 24 ans de mariage, je n'avais vu chez elle qu'en de rares occasions. Une véritable incertitude. Pas de satisfaction de ma part, juste une reconnaissance. La même que celle que je ressens lorsque, lors d'un audit, la personne concernée comprend à quel point du processus elle se trouve et arrête de prétendre que le résultat peut être différent. La juge leva les yeux du dossier et adressa une question technique à Germain sur la chaîne de traçabilité des relevés bancaires. Germain a répondu avec précision. La juge a pris une note, puis a regardé Beaumont, l'avocat de Véronique, avec une attention qui n'était pas hostile, mais qui ne laissait également aucune place à l'optimisme. Beaumont a plaidé pendant 8 minutes, répété l'argument sur la perte de mémoire, ajouté que les mouvements financiers pouvaient être interprétés comme des dépenses domestiques ordinaires sans structure frauduleuse. Et remis en question l'impartialité de l'expert graphologue en raison de sa relation professionnelle antérieure avec Germain. C'était tout ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait. Ce n'était pas suffisant, et tout le monde dans cette pièce le savait, y compris lui. La juge Icard a suspendu la séance pour délibérer et a annoncé qu'elle rendrait sa décision sur la mesure conservatoire dans un délai maximum de 48 heures. Nous sommes sortis dans le couloir. Germain et moi nous sommes assis sur le banc en bois près de la fenêtre. Fontenay est parti, flanqué de Pelletier, sans regarder dans aucune direction particulière. Sorel a disparu à l'autre bout du couloir sans dire un mot à personne. Véronique fut la dernière à sortir, accompagnée de Beaumont, et elle s'est arrêtée un instant en passant devant nous. Elle m'a regardé avec une expression qu'il m'a fallu plusieurs secondes pour identifier, car je ne m'attendais pas à la trouver dans ce contexte. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du mépris. C'était quelque chose qui s'apparentait à la perplexité de quelqu'un qui a calculé chaque variable d'une opération complexe et qui découvre à la fin qu'il a omis la plus importante. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire que les documents n'avaient pas déjà dit avec plus de précision. Beaumont lui a doucement pris le bras, et ils ont continué à marcher vers l'ascenseur. Les 48 heures suivantes ont été les plus lentes de tout le processus. Non pas à cause de l'anxiété, mais à cause du contraste. Après des semaines d'activité technique constante, le poids sans tâche spécifique pesait différemment. Céline m'a forcé à aller me promener 2 après-midi de suite dans le parc de la Tête d'Or, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Nous marchions sans beaucoup parler, parmi les arbres aux premiers bourgeons d'avril, et ce fut la première fois depuis longtemps que mon corps était à un endroit sans que ma tête ne soit à un autre. La décision est tombée jeudi après-midi. La juge Icard a confirmé la validité de la mesure conservatoire déjà en vigueur, a ordonné l'ouverture formelle de poursuites pénales pour faux en écriture publique, escroquerie aggravée et corruption active à l'encontre de Véronique Chasseloup, Damien Fontenay et Évariste Sorel. Et a prononcé la nullité provisoire de l'acte de vente en date du 4 février 2024, avec suspension de tous ses effets juridiques jusqu'à la résolution finale. Germain me l'a lu au téléphone, paragraphe par paragraphe. Quand il a eu terminé, j'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis sorti sur le balcon de l'appartement de Céline. C'était un après-midi dégagé, avec cet air pur que Lyon a parfois au printemps, quand le vent du nord balaie l'humidité. J'ai posé mes mains sur la rambarde et j'ai regardé les toits du quartier pendant un moment, sans penser à rien de précis, laissant le silence occuper l'espace qui, pendant des semaines, avait été rempli par des chiffres, des relevés. Les pages du rapport d'expertise et les noms des personnes qui avaient cru pouvoir bâtir une structure frauduleuse contre quelqu'un, sans calculer que cette personne avait passé 3 décennies à démanteler exactement ce type de structure. La maison de la Croix-Rousse était toujours debout. Avec les marques sur le cadre de la porte, avec la terrasse d'où l'on pouvait voir le bout de ciel orange au coucher du soleil, avec tout ce qu'elle avait été avant que quelqu'un ne décide qu'elle pouvait être vendue sans mon consentement. J'allais la récupérer. Mais ce n'était plus la partie la plus importante de ce qu'il me restait à faire. Le verdict est tombé 3 mois plus tard. C'était le mardi 9 juillet 2024. Germain m'a appelé à 11h43 du matin. Sa voix, d'ordinaire tenue, avait cette vibration qui n'apparaît que lorsqu'une longue bataille prend fin et que le résultat a dépassé les attentes, même les plus prudentes. Tout a été résolu comme il se devait, fut la première chose qu'il a dite. La juge Icard a rendu une décision définitive, nullité totale de l'acte, restitution complète de la propriété au patrimoine de Romain Martin,
et condamnation pénale pour les 3 accusés. Véronique Chasseloup, 3 ans et 8 mois de prison pour faux en écriture publique et escroquerie aggravée. Damien Fontenay, 4 ans et 2 mois pour complicité et blanchiment partiel de capitaux. Évariste Sorel, 6 ans d'interdiction professionnelle pour corruption. Les frais de procédure seraient intégralement à la charge des condamnés. Elle a également ordonné la restitution des fonds détournés, 86 000 € plus les intérêts cumulés, bloqués jusqu'à ce moment-là sur le compte portugais utilisé pour la triangulation. Le circuit avait été entièrement retracé grâce aux preuves comptables jointes au dossier. Aucun avocat n'avait pu réfuter un seul chiffre. Je me souviens être resté silencieux, non pas par surprise, mais avec la tranquille certitude que tout s'était déroulé exactement comme cela devait se passer. J'ai senti que chaque nuit blanche, chaque café froid, chaque dossier révisé jusqu'à l'aube et chaque ligne écrite dans mes carnets avait eu un but. Germain a proposé que nous célébrions cela l'après-midi même. J'ai gentiment décliné l'idée. Je lui ai dit que je préférais passer à la propriété avant toute autre chose. Je voulais la voir de mes propres yeux. En silence, seul. J'ai conduit lentement vers la Croix-Rousse, le long de la même avenue que j'avais empruntée tant de fois en rentrant chez moi à l'époque où, nous, existions encore. En tournant au coin de la rue, j'ai vu la façade. Le panneau, à vendre, avait été retiré. Les volets étaient à moitié ouverts, la peinture un peu délavée par la poussière des mois écoulés. J'ai franchi le portail rouillé du jardin devant la maison et je suis resté là à observer la porte en bois, avec les mêmes marques que j'avais moi-même faites année après année pour mesurer la taille de Nathan. La serrure a tourné avec un son familier. À l'intérieur, ça sentait le renfermé, la légère humidité d'une maison inhabitée. J'ai descendu le couloir jusqu'à la salle à manger où subsistaient encore les ombres jaunâtres des tableaux que Véronique avait enlevés avant la vente. J'ai posé un dossier sur la table vide, comme on pose un rapport terminé. Il n'y avait pas d'émotion ardente, juste un poids qui se soulevait de mes épaules, laissant la place à l'air. J'ai passé mes doigts sur le cadre de la porte, juste là où se trouvaient les lignes avec des dates, 2003, 2007, 2010, écrites au stylo bleu. J'ai arrêté mon regard sur la dernière, 2014. C'était la dernière fois que j'avais mesuré Nathan avant qu'il ne commence à s'éloigner. J'ai dépoussiéré le mobilier et je me suis assis sur ma chaise habituelle. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre du patio, projetant une bande dorée sur le sol. J'ai pensé à tout ce qui avait bougé depuis ce matin-là à l'aéroport. L'image de Véronique avec le gobelet de café, le goût métallique, l'alarme sur ma montre, les noms qui apparaissaient l'un après l'autre comme un code chiffré que moi seul pouvais résoudre. Et puis tout ce qui a suivi, la reconstruction, la plainte, le tribunal, le dernier regard. Je n'ai pas ressenti de haine. La haine s'épuise vite. Ce qui restait était quelque chose de plus propre, semblable au calme de quelqu'un qui a remis chaque chiffre d'un compte altéré à sa place. Des semaines plus tard, j'ai signé la lettre notariée pour Nathan. Germain l'a rédigée selon mes instructions exactes. Sans dureté, sans drame, sans ressentiment explicite, juste des faits et une décision finale. À compter de cette date, toute obligation matérielle de ma part à ton égard est éteinte. Ne cherche ni réconciliation financière ni intermédiation. Ce n'est pas du rejet. C'est de la cohérence. Un père enseigne même lorsqu'il choisit la distance, et ceci sera ton enseignement. Je l'ai signé d'une main ferme et j'ai donné l'original à Germain pour ses archives. Puis j'en ai gardé une copie dans le dossier bleu à l'intérieur du tiroir métallique de mon bureau. Je ne l'ai plus jamais ouvert. Céline a insisté plus d'une fois sur le fait que le temps pouvait adoucir les choses. Peut-être a-t-elle raison en surface, mais il y a des marbres qu'aucune pluie ne peut polir. La relation avec Nathan s'est éteinte à la minute exacte où sa signature a accompagné cet acte. Non pas parce que j'avais besoin de me venger, mais parce qu'il y a des limites qui, si elles sont franchies, effacent tout ce qui précédait. Véronique est entrée en prison en octobre après le rejet de l'appel de son avocat. Damien a vendu son agence et a disparu de Lyon avant d'être officiellement notifié, mais ils l'ont rattrapé 3 mois plus tard à Toulouse. Sorel a fermé son étude notariale, invoquant des raisons de santé. Aucun des 3 ne m'a plus jamais écrit. Je ne m'y attendais pas de toute façon. L'État m'a restitué la propriété, non seulement physiquement, mais aussi dans les registres. D'un point de vue juridique, tout était comme avant la trahison. Mais ça, c'est quelque chose que le papier ne comprend pas. La maison est redevenue mienne, bien que le sentiment de foyer ne soit jamais totalement revenu. À l'automne de cette année-là,
j'ai décidé de la mettre en location. Non pas comme un refuge pour d'autres, mais comme un moyen de la garder en vie sans retourner dans le passé. Je suis passé par une agence discrète. La personne qui y vit maintenant ne sait rien de ce qui s'est passé, et c'est très bien ainsi. Mon adresse actuelle ne figure dans aucun registre public accessible. Je vis près de la mer, dans un petit appartement où chaque objet a sa place. Ordre. Silence. Précision. Parfois, à l'aube, je fais du café et je laisse l'arôme remplir la pièce. Il n'a pas l'odeur de celui de l'aéroport. Celui-ci a un parfum pur, sans artifice. Je le bois lentement, en regardant le soleil entrer sur le bureau. Il y a des jours où je me surprends encore à calculer mentalement les intérêts sur l'argent récupéré ou à me souvenir des bruits du couloir du palais de justice. Non par nostalgie, par habitude. Le cerveau d'un auditeur ne s'éteint pas. Il se contente d'archiver. J'en suis venu à comprendre que la chose la plus précieuse qui me soit restée n'était pas la maison, ni l'argent, ni la victoire juridique. C'était la certitude que même après avoir tout perdu d'un coup, un homme peut tout reconstruire en appliquant la même logique qu'il a utilisée pour construire la première fois. Étape par étape, avec méthode, avec patience. Chaque chiffre retrouve sa place. Chaque document trouve la sienne. Chaque mensonge finit par avoir une correspondance exacte avec un fait qui le réfute. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que je veux laisser par écrit. Même si personne d'autre ne le lit. Je garde toujours la photo de Nathan avec le poisson argenté sur la plage de Cassis. Je ne l'ai jamais jetée. Elle est dans le tiroir du haut de mon bureau, protégée dans une pochette en plastique transparente. Parfois, je la regarde un instant et je la range à nouveau, non par tristesse, mais pour la mémoire. Car la mémoire, lorsqu'elle est utilisée avec ordre, est aussi une forme de justice. Et c'est ainsi que je clôt ce cycle. La maison récupérée, les coupables condamnés, le fils éloigné, le café sans poison dans la tasse. Rien ne sera jamais plus comme avant, et c'est très bien ainsi. Au même endroit où, 11 ans plus tôt, j'avais tracé la dernière marque de sa taille, j'ai posé mon stylo et j'ai dessiné un autre de mes nombres, 2024. Non pas pour mesurer la croissance, mais pour acter la survie. Puis j'ai éteint la lumière. Je suis sorti par la porte d'entrée et j'ai tourné la clé dans le sens inverse. Le son de la serrure fut net, final et exact, comme la clôture d'un audit parfait.